Les retraites, en débattre, c'est un sujet important. Alors, vous suivez l'actualité, évidemment, à l'Assemblée nationale, vous suivez le jeu des partis politiques, des négociations de Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui évoque l'idée du compromis et que donc, alors qu'il n'était pas favorable à l'idée de suspendre les retraites, mais il le fait au nom du compromis, reste un sujet, c'est qu'avez-vous à la fin de votre carrière, qu'aurez-vous, que toucherez-vous? Est-ce que le modèle sera toujours valide et valable dans une dizaine d'années? On en parle parce que c'est intéressant d'avoir une expertise croisée avec des experts qui connaissent ce sujet. Antoine Fouché est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Président de Quintet Conseil. Votre dernier livre, excellent livre, Sortir du travail qui ne paie pas, édition de l'Aube. On verra dans un instant le lien entre travail et retraite et pension de retraite. Et puis avec nous, Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre, ravi de vous revoir. Bonjour Arnaud. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu. Avocat en droit social, vous avez créé le think tank NEOS et vous êtes membre de l'Institut Sapiens. D'abord, juste pour faire une ligne quand même sur l'enjeu politique qui se joue à l'Assemblée nationale, débat sur les retraites, suspension, abrogation. Comment vous, les experts qui n'êtes pas des politiques, qui êtes des experts du sujet, vous observez ce jeu à la fois en coulisses et dans l'hémicycle, de on suspend en attendant 2027. Ça vous semble être la bonne solution ou pas ? Ça dépend de quel point de vue. Du point de vue de l'intérêt général et de la vérité due aux Français, c'est pas la bonne solution, ça c'est sûr, parce que on est déjà l'un des pays, chacun peut le constater, regarde, les données que je vais citer sont en ligne, l'un des pays qui travaille le moins pendant la vie, pas pendant l'année, d'Europe. Avant, on compensait ça par de la productivité supérieure ou de la qualification supérieure. C'est plus le cas. C'est-à-dire maintenant, on est à peu près productif, on est 13e sur la productivité, et sur la qualification, on est plutôt dans la deuxième partie du classement européen. Et donc, si on n'est pas plus productif et qu'on n'est pas plus qualifié, si on travaille moins, on s'appauvrit relativement aux autres. C'est ce qui nous arrive. On est le 26e PIB par habitant aujourd'hui. Il y a 40 ans, on était le 5e. Donc, ça veut dire qu'il y a 25 autres pays, notamment en Europe, dans le monde, qui sont plus riches que les Français. Et le lien avec les retraites, il est direct. C'est que la richesse, elle est créée par les gens qui travaillent. Et donc, si on est un peu moins nombreux à travailler et un peu plus nombreux à être retraités, collectivement, on s'appauvrit. Voilà. Et on est dedans, là, on est là. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de alors, le mot qui me vient est un peu fort, mais quelque chose comme creuser la tombe de l'avenir collectif des Français, parce que la situation, encore une fois, un 26e PIB par habitant, perdre 20 points au classement en 40 ans, au milieu du siècle, ça sera plus exagéré de dire qu'on est tiers-mondisé, au sens où on est plus du tout parmi les pays les plus riches du monde. Et c'est comme une centrale nucléaire, elle met beaucoup de temps à se refroidir. Exactement. Ça ne fait pas jour-nuit, là. Et surtout, ça prend, comme vous dites, ça prend du temps. Tout ça prend du temps à se corriger. Et nos effets de long terme, qui est toujours plus sur le social et pas plus sur l'éducation, l'industrie, la transition énergétique, bref, tout ce qui prépare l'avenir, toujours plus sur le passé et jamais plus sur l'avenir, ça fait que ça appauvrit la France. Alexandre Lamy, comment vous le regardez ce débat ? D'ailleurs, le débat est posé, on met les pieds dans le plat, c'est-à-dire globalement, si on ne travaille pas plus, qui revient à dire globalement, il faut maintenir la réforme, le départ à la retraite à 64 ans minimum, et qu'en la suspendant, en l'abrogeant, on met le pays en danger. Alors, pour revenir à votre question initiale, sur la manière dont je le vois moi, n'étant pas politique, Arnaud a raison, c'est vrai que c'est mentir aux Français sur l'état de notre situation et le fait que 60% de notre dette actuelle est une dette sociale, c'est-à-dire que 2/3 de notre dette sert à financer notre modèle social et le niveau de nos prestations sociales, de sorte à ce que le modèle qui se finance par la dette n'est plus un modèle. Donc ça, c'est de mentir aux Français. Mais d'un point de vue, moi, sur la méthode, je pense que la façon dont je le vois, c'est la situation dont on hérite aujourd'hui et la conséquence d'un problème de méthodologie à la base sur cette réforme des retraites. On l'a envisagé initialement comme un ajustement budgétaire, comme une réforme budgétaire. Mais je pense que l'enjeu était ailleurs. Il aurait fallu poser la question du travail avant de poser la seule question de la retraite. Et de s'interroger sur la manière dont au sortir d'une crise sanitaire lourde, qui nous a coûté extrêmement cher, puisqu'il a fallu maintenir, en France, on est le pays où on maintient les niveaux, on est les plus protégés. On a un peu cramé la caisse. Voilà. Mais je pense qu'on était arrivé à un moment où la question du travail et de la place du travail dans notre société méritait d'être posée, et
en portant celle de la retraite. Mais je pense que la question de remettre le travail au cœur de notre modèle et au cœur de notre contrat social était la question essentielle à se poser, qu'on n'a pas fait, et après laquelle on court aujourd'hui encore. Mais qui fait d'ailleurs écho à votre livre, Antoine. La place du travail, le rapport qu'on entretient avec notre travail et le niveau de rémunération que l'on reçoit, puisque c'est ça dont il est question, en échange du travail que je consens à faire sur 35 heures ou 39 heures. En fait, les Français ne s'y retrouvent pas, là, aujourd'hui. Non, ils ne s'y retrouvent pas, mais je suis complètement d'accord avec Alexandre, mais je pense que ce n'est pas contradictoire à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que on a la réforme, elle met la charrue avant les bœufs, la réforme de 2023, c'est-à-dire elle traite des retraites d'une façon assez budgétaire, au lieu de poser globalement la question de la place du travail dans la vie, de sa rémunération, etc. Il n'empêche que même si on pose la question de la place du travail et sa rémunération, etc., on peut poser la question de toutes les manières qu'on veut du monde. À un moment donné, la démographie, c'est la démographie. Et donc, on était 4 travailleurs pour un retraité en 1960, 3. Ouais. Maintenant, on est à 1,7. Et donc, quoi qu'il arrive, on va devoir travailler plus longtemps. Voilà. Donc, après, la question, c'est comment est-ce qu'on travaille plus longtemps? Comment est-ce qu'on rémunère mieux le travail? Comment est-ce que c'est acceptable de travailler plus longtemps, etc. Et donc, il fallait le faire comme ça. Mais c'est pas ce qui a été fait. C'est pas trop tard, mais c'est pas ce qui est fait. C'est-à-dire que c'est là où on peut dire, je pense que c'est contraire à l'intérêt général et que c'est une capitulation en race campagne en fait, et pas du tout un compromis ce qui est en train de se passer. C'est qu'un compromis, ça consisterait à dire, écoutez, on va pas mentir sur l'essentiel aux Français. On va devoir travailler plus longtemps, mais on va le faire autrement. Exactement. Voilà. Donc on le fait autrement. Là, c'est pas ça. Mais là, c'est pas. Là, c'est on travaille moins. Et on verra plus tard. Et ça, c'est un mensonge. Et ça, c'est un mensonge parce que de toute façon, à la fin, ça va retomber, et ça reboucle sur votre question, ça va retomber sur les gens qui travaillent, et le travail va, d'une manière ou d'une autre, payer encore moins qu'aujourd'hui, parce que l'une des causes, pas la seule, mais l'une des causes qui fait que le travail permet plus aujourd'hui de changer de niveau de vie, c'est l'écart qui s'est creusé entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent pour eux. Et c'est exactement ça, c'est le niveau de cotisation quand ils regardent leur feuille de paye. Soit on l'augmente, soit on baisse les pensions d'ailleurs. Alexandre, le Club Landois était venu nous rendre visite. Alors il faisait une étude que je vous invite à découvrir, qui est présentée jeudi dans une sorte de grand événement. D'ailleurs, on leur rend hommage puisqu'il était sur notre plateau. Grand événement qui se trouvera du côté de Saint-Ouen, si je ne m'abuse. Et il nous parlait de son étude sur la feuille de paie. Et quand on interrogeait ceux qui avaient été donc interrogés sur la feuille de paie, personne ne comprend rien. Alors, non seulement personne n'y comprenait rien, mais ce qui devenait très intéressant, c'est que je crois que plus de la moitié des Français pensent que leur retraite est financée par capitalisation. Est-ce que vous l'imaginez, ça? Non. Ils ne savaient même pas, donc pour 50% d'entre eux, que c'était une retraite par répartition. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre, alors Farandou, le nouveau ministre du Travail, ancien patron de la SNCF, qui dit, mais il faudrait peut-être mettre un peu de capitalisation. On l'a entendu de la part de Sébastien Lecornu. C'est le mot Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est un peu le chiffon rouge. Mais globalement... Fondapol. Il y a plein. Est-ce que vous, l'avocat que vous êtes et l'observateur, vous dites qu'il faut un peu de pincée de privé, d'obligataire, d'action, je ne sais pas? En tout cas, c'est un système qu'on connaît dans l'entreprise, notamment depuis la réforme portée par la loi Pacte, qui est venue mettre un peu d'ordre dans l'ensemble des systèmes de retraite complémentaires ou surcomplémentaires qui existaient, et notamment avec le PERECO, le plan d'épargne retraite d'entreprise collective. Donc c'est un système qu'on connaît dans l'entreprise, la capitalisation. Et ça marche bien? Et ça marche plutôt bien. C'est un système qui est connu d'ailleurs pour financer des systèmes de retraite, y compris parmi les organisations syndicales. Bon an, mal an, le fait que la capitalisation fasse son chemin est plutôt une bonne idée, parce que pour revenir le fait dans la tête des Français qui regardent le bulletin de paie, en tout cas. Hein. Ouais, non, mais il y a un grand malentendu. Il y a un énorme malentendu, donc il y a un problème de pédagogie énorme. Mais vous dites, il y a deux sujets de levier. Mettons de côté la capitulation. Il y a le sujet de l'âge de départ. Est-ce qu'on maintient cet âge de départ 62-64, ou est-ce qu'on dit on dérégule et on laisse finalement chacun partir comme il le veut, et il aura la pension qui correspondra à son moment de départ? Qu'est-ce que vous en pensez, et Antoine, ensuite? Encore une fois, je pense que c'est pas possible, et que nécessairement l'âge va devoir augmenter. On va devoir travailler beaucoup plus longtemps pour financer notre modèle, qui n'est plus un modèle. Oui, si l'aventure est encore finançable. Parce que la retraite, c'est 410 milliards d'euros par an, je crois, le financement. La grande masse. Et on a à côté de ça les maladies aussi. On parlait du système de notre modèle social, c'est 300 milliards. Donc, face à ces grands de coûts par an, qui pèsent dans les 3600, 3500 milliards de dettes aujourd'hui. Donc,
Antoine, vous en pensez quoi? On touche à l'âge de départ, parce que ça c'est aussi un totem, ou voire un tabou, et on dit aux Français, vous partez librement, avec les points, puisque ça avait été évoqué par la réforme Édouard Philippe, avec des points, et en fonction de vos points, vous saurez que vous aurez 2005, 3000, moins, en fonction du départ. Comment vous voyez une forme de liberté, une vision très libérale du système? Et responsabilisante aussi. Le système à points, c'est très responsabilisant. Il y a deux choses. Il y a le système actuel, il est profondément injuste et opaque. Il est injuste parce que selon le même effort, le même travail, les mêmes cotisations, vous n'avez pas la même retraite. Et il est opaque parce que je mets, pardon de le dire comme ça, mais je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ne savent pas aujourd'hui en temps réel, à grosso modo, à combien sera leur pension de retraite quand ils s'arrêteront, même s'ils sont à 10 ans de la retraite ou quelque chose comme ça. Il y a un site Alors, ça a progressé. Je me permets de le dire, oui, un fonds retraite qui est plutôt pas mal fait. À condition de ne pas avoir changé de régime. Oui, c'est vrai. Et c'est le cas de moins en moins de personnes qui changent de plus en plus. Donc ça correspondait, notre système, il correspondait à une époque. Je fais 40 ans dans la même boîte. Et voilà, toute la carrière dans la même boîte ou dans le même secteur, etc. Et c'est de moins en moins ce que font les gens. Donc le système à points, il peut être et juste et transparent. Et c'est là où, pour le plaisir du débat aussi, j'aurais peut-être une nuance avec Alexandre là-dessus, c'est que à mon avis, quand un système à points peut être responsabilisant à condition de dire la vérité, et responsabilisant au sens où il permettrait aussi de partir à ceux qui le veulent plus tôt. Ouais. Et ceux qui le veulent plus tard. Exactement. Alors, je ne parle pas ici de la pénibilité, parce que la pénibilité, on pourrait compenser avec des points en plus, etc. Mais c'est un sujet. Il pourrait permettre d'arbitrer entre partir à 65 ou 70 avec une grosse retraite ou partir à 62 avec une petite retraite. La vérité là-dessus, c'est que, et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas réussi en 2019, parce que c'était le système de 2019, c'est que de toute façon, comme on est de moins en moins à cotiser et de plus en plus nombreux à la retraite, il n'y a aucun système dans lequel, à 62 ans aujourd'hui, vous pouvez avoir la même pension qu'il y a 10 ans. Aucun. Ou alors, il faut baisser les pensions de ceux qui y sont aujourd'hui ou augmenter les cotisations de ceux qui travaillent. Mais donc, si une fois qu'on se dit ça, exactement. Ouais. Mais une fois qu'on se dit ça, on peut dire, OK, on peut regarder un système dans lequel vous pouvez partir à 62 ou à 64 ans, mais avec des plus petites retraites. Et, deuxième partie de la vérité, s'il y a beaucoup de Français qui font ça, alors les pensions de retraite de tout le monde vont baisser. Voilà. Donc voilà, et donc c'est un système, c'est pour ça que il n'est pas si libéral que ça, au sens où il donne de la liberté individuelle, mais il y a une régulation collective. Exact. C'est-à-dire que si tout le monde joue le passager clandestin en disant je m'en fous des autres, tout le monde perd. Mais c'est pour ça. Mais en même temps, c'est très responsabilisant. Antoine Fouché, il nous reste 2 minutes. Je voudrais simplement vous entendre parce qu'il y a un petit sujet qui a été soulevé au projet de loi de finances sur l'idée de supprimer le cumul emploi-retraite. Je ne sais pas si vous avez suivi. Alors, c'est pas tant une suppression qu'une décote, je crois, de très mémoire. Très forte décote qui fait qu'en fait, quand vous gagnerez 100 en plus, on vous le retirera de votre retraite. Donc, globalement, ça arrive quand même à la fin du cumul emploi-retraite. Vous y êtes favorable ou pas ? Il faut maintenir ce système. Il faut maintenir ce système, il est extrêmement important. Aujourd'hui, en 2020, on avait un cinquième de la population qui avait plus de 65 ans. 2040 sera un quart et 2050, c'est 30%, à peu près. On a besoin de cette expertise-là, notamment dans des secteurs clés que sont le nucléaire. On parle de réindustrialisation indispensable. On a cette transmission de savoir qui doit être faite. Donc, je pense que c'est une hérésie que de se passer de ce système-là qui est impératif dans les secteurs que j'évoquais. Et précisons qu'avec une réforme qui avait eu lieu, où lorsqu'on cotisait dans l'emploi qu'on effectuait après sa retraite, on bonifiait sa retraite. Absolument. Par ailleurs, puisque ce n'était pas le cas au départ de la réforme. On maintient ce système de cumul emploi-retraite, qui est un complément de revenu aussi, il faut le reconnaître. Oui, à condition de travailler tous davantage sans cumul. Voilà, c'est toujours pareil. Le problème, je pense que pas que sur les retraités qui bossent. Le problème, oui, c'est le problème. Je pense que ce qu'a en tête le gouvernement, c'est de dire attendez, notre système avec un âge de départ précoce et un cumul emploi-retraite favorable, il pousse les gens à partir le plus tôt possible pour cumuler retraite et emploi. Ouais. Ça tourne pas et il a raison. Mais ce qu'il faut faire, c'est les deux. C'est-à-dire, c'est pousser, inciter la majorité d'entre nous, la grande majorité d'entre nous et tous ceux qui le peuvent, à travailler 2 à 3 ans de plus.
2 à 3 ans de plus, c'est ça l'écart qu'on a avec les pays européens. 65 ans. Et accumuler, parce que même à 65 ou à 70, il y a beaucoup de gens qui ont continué à avoir envie de travailler et il n'y a pas de raison de les empêcher et de cumuler. C'est de ce point de vue-là, c'est absurde. Mais il faut remettre les choses. Un effet positif sur la santé. En plus, bien sûr. Et puis sur le moral, sur l'équilibre. Merci à vous, messieurs. Le débat est terminé. On ne l'a pas résolu, vous l'avez constaté, le paradigme, le débat des retraites, mais on a éclairé à travers l'expertise d'Antoine Fouché et d'Alexandre Lamy tous les gros sujets qui vont. On aura sur Smart Job régulièrement des débats sur ce sujet. Merci à vous deux. Et je pense pendant plusieurs années. Merci en tout cas de nous avoir éclairés et grand les yeux, parce qu'il y a quand même des vérités à entendre. Merci Antoine Fouché. Quintin de Conseil, c'est votre entreprise et votre livre Sortir du travail qui ne paie pas, édition de l'Aube. On envoie la couverture. Alexandre Lamy, merci d'être venu, avocat en droit social. Vous avez créé le think tank Neos avec beaucoup de travaux, de réflexion que vous portez sur plein de sujets. Merci à vous. On tourne une page, c'est le cercle RH et on passe tout de suite à Fenêtre sur l'emploi.